Avaient récemment laissé derrière eux les ombres de leur enfance, résolvant une ancienne énigme qui n'était en réalité qu'une porte entr'ouverte sur des mystères plus vastes, mais ce soir-là, une lueur inattendue vint troubler leur quotidien. Depuis leur dernière aventure, ils portaient en eux le poids d'un choix inachevé, une décision qui les liait à un monde où le réel frôlait l'impossible. Ce soir-là, sous un ciel parisien chargé de nuages bas et d'une humidité tenace, Apolline marchait d'un pas mesuré le long de la ruelle étroite, ses bottines claquant sur les pavés usés. Elle avait troqué ses rêveries d'adolescente pour une vie d'enseignante, entourée de livres et d'étudiants avides, mais son esprit restait imprégné des murmures qu'elle avait entendus dans les murmures des portes oubliées. Elle portait un manteau simple, d'un gris terne qui contrastait avec la vivacité de son regard, et elle fredonnait une mélodie sans nom, espérant chasser l'ennui qui s'était installé depuis leur dernière confrontation. Dejo, quant à lui, la suivait à quelques pas, son allure décontractée masquant une énergie indomptable. Il était ce genre d'homme qui parlait comme s'il récitait un poème ancien, ses phrases élaborées et enchevêtrées de souvenirs, toujours teintes d'un espoir tenace qui refusait de s'éteindre. Les rues de cette ville sont comme des veines oubliées, Apolline, parcourues d'un sang invisible qui nous relie à ce que nous fûmes, murmura-t-il, sa voix grave résonnant dans l'air frais. Il s'était donné rendez-vous près de l'écran géant, ce monument incongru au bout de la ruelle, une relique d'une époque où les publicités hurlantes illuminaient les nuits. Dejo avait insisté pour venir, prétextant une intuition vague, comme si les échos de leur passé les appelaient. Apolline, avec son style décontracté et inspirant, avait acquiescé sans enthousiasme, préférant discuter de choses simples, comme le dernier livre qu'elle avait lu ou les projets de ses élèves. Tu sais, Dejo, parfois il faut juste laisser les choses couler, comme l'eau d'une fontaine qui ne demande rien, dit-elle en haussant les épaules, son ton léger masquant une profondeur qu'elle réservait pour les moments rares. Mais quand l'écran s'alluma sans avertissement, ce ne fut pas une publicité criarde ni un flash d'actualité qui apparut. Au lieu de cela, une pulsation de lumière douce, rythmée comme un cœur battant, envahit l'espace. Dejo s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant d'un mélange de fascination et de reconnaissance. Regarde cela, Apolline, ce n'est pas une simple illumination, c'est un écho, un battement qui cherche son origine dans les recoins les plus secrets de notre monde, s'exclama-t-il, sa voix verbose s'envolant en spirale complexe, comme s'il tentait d'envelopper le phénomène dans un filet de mots. La lumière pulsait lentement, passant du bleu pâle au rouge profond, et elle semblait presque vivante, ondulant comme une vague sur un océan invisible. Apolline, intriguée malgré elle, s'approcha, son cœur s'accélérant. C'est bizarre, on dirait que ça respire, comme si la ville elle-même nous parlait, murmura-t-elle, son ton inspirant cherchant à motiver Dejo sans trahir sa propre nervosité. Autour d'eux, la ruelle se transforma subtilement. Les ombres des murs, autrefois banales, prirent une texture plus fluide, comme si elles dansaient au rythme de la lumière. Dejo tendit la main vers l'écran, ses doigts frôlant l'air chargé d'électricité statique. Nous avons ouvert une porte, mais celle-ci est différente, elle pulse avec la mémoire des choses perdues, des murmures que nous avons ignorés, dit-il, sa voix hopeful teintée d'une urgence nouvelle. Apolline, sentant l'air se charger d'une énergie indéfinissable, posa une main sur son épaule. Peut-être que c'est un signe, quelque chose qui nous pousse à avancer, à ne pas nous contenter de ce que nous avons résolu, répondit-elle, son style casual adoucissant ses mots, tout en insufflant une inspiration qui encourageait Dejo à plonger plus profond. Ils restèrent là, hypnotisés, tandis que la lumière révélait des formes éthérées dans l'air, des silhouettes fugaces, des fragments d'images qui évoquaient des souvenirs partagés. Dejo se mit à parler plus vite, ses phrases s'entremêlant comme des racines anciennes. Cette pulsation est le cœur d'un monde parallèle, un lieu où les portes oubliées mènent à des vérités que nous n'osons pas nommer, et nous devons l'écouter avant qu'elles ne s'éteignent. Apolline, avec sa sagesse pragmatique, ajouta, on ne peut pas ignorer ça, c'est comme si la magie qu'on a toujours sentie en sourdine décidait enfin de se montrer. La lumière grandit, enveloppant la ruelle d'une aura subtile, et pour un instant, Dejo et Apolline sentirent un lien invisible se resserrer, les reliant non seulement l'un à l'autre, mais à quelque chose de plus grand, de plus ancien. Pourtant, au milieu de cette révélation, une ombre de doute plana. Dejo, toujours hopeful, chercha à interpréter les pulsations comme un appel à l'action, tandis qu'Apolline, inspirante mais prudente, insista pour qu'il procède avec soin.
La nuit s'étirait, et la lumière commença à faiblir, laissant derrière elle un murmure inaudible, un fil tendu vers l'inconnu. Il savait que ce n'était que le début, une nouvelle porte qui s'entr'ouvrait, mais pour l'instant, ils se tinrent là, unis par cette magie discrète qui teintait leur réalité. Le martèlement des silhouettes. La lumière de l'écran avait laissé derrière elle une vibration sourde qui ne cessait de résonner dans leurs tempes. Apolline et Dejo se tenaient face à une ouverture qui n'avait ni cadre ni serrure, seulement une promesse en suspens. Ce qu'ils avaient d'abord pris pour une curiosité urbaine se muait maintenant en passage, et l'air même de la ruelle semblait retenir son souffle. La porte grinça comme si elle n'avait jamais été ouverte depuis des siècles. Apolline et Dejo reculèrent d'un pas par peur, mais par cette intuition primitive qui comprend qu'on s'apprête à croiser ce qui dépasse l'humain. Les premiers à passer furent Nietzsche et Spinoza, silhouettes denses, presque trop vivantes pour être de simples spectres. Nietzsche avançait comme un coup de marteau posé sur le monde, Spinoza comme une respiration infinie dans la logique du réel. Deux forces opposées mais complémentaires, deux visions du destin qui se frôlaient sans se toucher. La première impression fut sonore, un martèlement sourd, comme si chaque pas de Nietzsche frappait sur une enclume que le temps avait rouillée. L'homme qui se tenait droit devant eux avait la mâchoire serrée, des traits qui semblaient sculptés à coups d'absolu. Il portait un manteau qui rappelait plus l'éclat d'un fer chauffé que le tissu, ses yeux, noirs et tranchants, fixèrent Dejo avec une intensité qui pesait autant qu'une question. Spinoza, à sa droite, était l'effet inverse, calme, diffus, presque translucide comme une pensée qui se propage. Son visage avait la douceur d'une équation résolue, comme si chaque ligne de sa physionomie répondait à une cause nécessaire. Il ne regardait pas seulement les deux amis, il regardait la ruelle entière, comme s'il mesurait le monde par sa cohérence interne. Dejo sentit son langage habituel se densifier, les phrases qu'il formait semblaient vouloir emballer le phénomène pour le préserver de toute mutilation. « Regardez, Apolline, dit-il, sa voix se faisant lente et emphatique, il ne s'agit pas ici d'une simple résurgence historique, c'est une convocation des formes pures, des idées qui prennent chair parce que la membrane entre leurs domaines a été amincie. Elles viennent, non pour réclamer une place au tableau des disciplines, mais pour requérir une audience. » Nietzsche sourit, ou ce qui pouvait passer pour un sourire sur son masque dur, il frappa doucement sa paume contre sa cuisse, comme pour rythmer ses propres mots. « Audience, dit-il d'un ton qui sonnait comme une sentence, oui. Mais attention à ce que vous appelez idée. L'idée est un outil qui, mal manié, devient marteau et brise ce qu'elle prétend affiner. Vous avez ouvert la porte, qu'attendez-vous d'elle? Qu'elle vous rende la naïveté perdue? » Spinoza parla ensuite, et sa voix fut une onde calme qui sembla glisser sur les pavés humides. « Les choses sont ce qu'elles sont par nécessité. Cette porte n'est que l'expression d'un réseau de causes. Vous pouvez choisir de comprendre, et alors votre action s'inscrira dans la suite, ou bien vous laisserez les faits se poursuivre sans conscience. Choisir, chez vous, n'est jamais neutre. » Apolline resta muette plus longtemps que Dejo. Elle observait les deux figures comme on observe un problème de société, pragmatique, à la recherche d'une stratégie. Puis, avec sa manière décontractée qui cachait une détermination tranquille, elle répondit « Écoutez, ce n'est pas que nous soyons venus chercher des leçons de philosophie, ni des proclamations. On a ressenti quelque chose, une pulsation, comme une mémoire qui réclamait d'être entendue. Si c'est une question de conséquences, on préfère avancer avec prudence plutôt que de continuer à ignorer. On veut comprendre, pas déclencher une catastrophe. » Nietzsche ricana, presque ravi par la franchise. « Prudence, prudence. Le monde que je vois n'a que faire du confort moral. Mais j'admets, il faut parfois une main ferme pour réveiller les dormeurs. » Spinoza inclina la tête, comme pour approuver cette idée d'équilibre. Agir en connaissance de cause est déjà un acte de vertu. Mais souvenez-vous ceci, chaque fois qu'une idée franchit la limite du concept pour se faire acte, elle s'enracine et modifie la chaîne causale. Il vous faudra porter sa trace. Il y eut un silence, et la ruelle parut à son tour peser les conséquences des paroles prononcées. Entre les silhouettes des philosophes, une autre présence s'esquissa, plus petite, moins définie, presque enfantine. Elle était faite d'ombres qui semblaient tenir un index devant les lèvres, un rappel presque tendeur de leur propre enfance,
de l'énigme qu'ils avaient résolue autrefois. Apolline sentit son cœur se resserrer, la mémoire n'était pas seulement une vague émotionnelle mais un élément actif qui cherchait à se reconnecter. Dejo, incapable de contenir la pluie d'images qui déferlait sur son esprit, se lança dans une tirade, longue, sinueuse, faite d'analogies et d'hypothèses. Peut-être que la porte n'est pas seulement un franchissement de personnages historiques, peut-être qu'elle est un point de convergence où s'assemblent des essences, des manières d'être, des modèles qui ont cherché à imprimer leur logique sur la matière. Les murmures qui ont suivi nos pas nous ont dit cela, il y a des rémanences. Si nous ferons office d'interprète, il faudra d'abord nommer ce qui vient. Nietzsche le regarda, puis se tourna vers Apolline. Donnez-lui un nom, dit-il. Les noms ont du pouvoir. Sans nom, les sang sert. Apolline réfléchit rapidement. Nommer, pour elle, signifiait classifier, mais aussi accepter une responsabilité. Elle n'aimait pas les affaires grandioses, mais elle aimait les gestes clairs. D'accord, dit-elle finalement, appellerons-les. Les figures. Et nous, on va voir ce qu'elles demandent concrètement. Pas de drame moraux gratuit. On pose des questions, on note les réponses, et on ne plonge pas tête baissée. Spinoza sourit, comme satisfait d'un accord logique. Nietzsche fronça les sourcils, mais il ne protestait pas. La petite silhouette, presque un murmure maintenant, s'approcha et effleura la main d'Apolline. Ce contact fut bref, mais il laissa une image, un carnet au cuir usé, une clé en laiton, et une phrase incomplète, un titre manquant. Dans le souffle qui suivit, la silhouette disparut. Apolline sentit le monde se rééquilibrer autour de cette perte, mais une certitude nouvelle s'imposa, il y avait une quête tangible. Le carnet, la clé, le titre manquant, des objets, des indices. Elle regarda Dejo, qui avait les yeux brillants d'une espèce d'allégresse nerveuse. Voilà quelque chose de concret, dit-elle. On n'a pas à discuter du cosmos entier maintenant, on commence par retrouver ce carnet. Dejo applaudit presque, excité par le passage de l'abstrait au concret. Un artefact de mémoire, par excellence. Imagine si ce carnet renfermait la transcription des murmures, les noms oubliés, la cartographie des portes. Nous pourrions enfin tisser un fil entre ce que nous ressentons et ce qui s'impose. Nietzsche ricana, une note dure dans l'air humide. Chercher un carnet est un acte. L'action vous définira, comme toujours. Mais sachez que les objets de mémoire ne sont pas neutres, qui les lit change le texte. Spinoza, comme pour tempérer le coup, ajouta, ce carnet est la conséquence d'enchaînement. Si vous le trouvez, cherchez à comprendre où il s'insère. N'y appliquez pas des projets que vous ne pouvez assumer. Ils eurent un court instant où tout sembla possible et dangereux en même temps. Apolline prit la décision pratique que son tempérament préférait. Elle sortit son téléphone pour noter la seule chose dont ils étaient sûrs, puis rangea l'appareil d'un geste résolu. On commence demain, dit-elle. Ce soir, on recule un peu. On observe et on prépare. Dejo ne voulait pas attendre, son espoir le poussait à agir sur le champ. Mais Apolline, et si le carnet se déplaçait? Et si la membrane se refermait avant que nous ayons agi? L'inaction est parfois pire qu'un excès d'audace. Ils parlèrent ainsi, une tension cordiale qui reflétait leurs anciennes habitudes, des enthousiasmes qui cherchaient à se modérer par la raison de l'autre. Au bout du compte, ils convinrent d'un compromis, ils s'équipaient légèrement, une lampe, des blocs-notes, et l'œil attentif d'Apolline, puis iraient au matin à l'endroit que la silhouette avait laissé échapper en images, un vieil atelier d'imprimerie situé non loin, dont la vitrine était souvent noire la nuit. Les philosophes s'éclipsèrent avec la même solennité que leur arrivée. Nietzsche lança une remarque qui resta, que vos marteaux ne servent pas à briser ce que vous chérissez sans le savoir. Spinoza ajouta, d'un souffle, et que vos actions trouvent leur cause juste. Apolline et Dejo restèrent seuls dans la ruelle qui revenait lentement à son état habituel, des fumées de restaurants, des passants qui parlaient fort sans savoir qu'à une porte lointaine quelque chose avait changé. Ils se regardèrent, conscients que la nuit gardait désormais un secret de plus, et qu'ils porteraient sur leurs épaules le prochain pas. Dejo semblait déjà tisser 1000 scénarios, Apolline, elle, écrivait d'une main ferme la première note, carnet de mémoire, atelier de l'ancienne imprimerie, clé en laiton. Ils s'éloignèrent,
sous le ciel bas de Paris, la lumière de l'écran s'éteignant derrière eux mais son écho vibrant encore comme un battement suspendu. Le mystère s'épaississait, et avec lui l'obligation de nommer, de chercher, et peut-être, plus tard, de choisir. L'atelier des reliques. Ils étaient partis à l'aube, Apolline avait pris la rue étroite comme si elle connaissait déjà l'atelier, Dejo suivait avec l'allure d'un promeneur qui réciterait des vers entre deux pas. Leurs doigts portaient encore la mémoire froide de l'écran et la note griffonnée sur le téléphone, carnet de mémoire, atelier de l'ancienne imprimerie, clé en laiton. La façade de l'atelier gardait l'humidité d'un passé industriel, une vitre à demi brisée, des lettres écaillées sur la pierre, et une porte qui avait résisté aux serrures modernes comme si elle préférait l'usure du temps. Ils poussèrent sans bruit, le battant protesta d'un long soupir de bois. À l'intérieur, l'air était épais d'odeur, encre, poudre de papier, vernis ancien, et les ombres semblaient reposer, comme si l'obscurité elle-même avait pris la décision de se laisser toucher par la lumière qui entrait. Apolline resta une seconde immobile au seuil, le manteau encore humide de la rue. Elle était devenue enseignante, avait appris à parler clairement, à trier l'essentiel, sur son visage, ce matin-là, la détermination se lisait sans artifice. Dejo, de son côté, regardait les presses comme on regarde un oracle, ses yeux cherchaient des signes, des reliques, des revenants de phrases. On dirait un sanctuaire pour l'être fatigué, dit Dejo d'un ton qui roulait les syllabes comme une bénédiction. Il parlait en images, et ses mots emplissaient l'atelier d'un frisson d'intention. Chaque machine tient en elle un silence qui a appris à imprimer la mémoire. Apolline sourit, court et précis. On fouille méthodiquement, répondit-elle. On ne prend rien qu'on ne puisse expliquer. On note, on photographie. Si quelqu'un vient, on explique qu'on est des historiens curieux et pas des voleurs de nostalgie. Ils commencèrent par le hall principal, où des casiers de plomb et de bois gardaient des caractères de plomb empilés comme des ossements littéraires. Des affiches jaunies annonçaient des spectacles oubliés, des bandes de papier chiffonné portaient des fragments de titres. Ils ouvrirent les tiroirs l'un après l'autre. Beaucoup de choses étaient cassées, une presse dont la courroie avait succombé, une table couverte d'un décor d'encre séchée, des cahiers de comptes à demi dévorés par l'humidité. Mais au fond d'un casier, sous une pile de feuilles marquées épreuve, 1934, ils trouvèrent quelque chose qui fit battre le cœur d'Apolline un peu plus vite, un petit coffret en chêne, fermé d'une serrure simple et rouillée. Dejo retira ses gants. Peut-être que c'est le grenier des histoires, dit-il, avec cette espèce de voix qui transforme un geste en passage rituel. Il frotta la serrure, la fit luire. La clé qu'on cherche pourrait être ici, murmura-t-il. Apolline approcha son téléphone pour photographier, puis posa la main sur le coffret comme on tâterait une vieille plaie pour voir si elle saigne toujours. Sa main rencontra une vibration ténue, presque imperceptible, comme une phrase qui se terminerait sur le bord d'un bâillon. Ils fouillèrent encore, sous une pile de coupures de journaux, entre des feuilles de papier sulfurisé. Ce fut Dejo qui trouva la clé, un petit objet de laiton, chaud des frottements du temps, repose dans le creux d'une boîte à lettres. Il la brandit comme un trésor trouvé. Une clé en laiton, dit-il, fier. Elle a la modestie d'un sourire ancien. Apolline, enthousiaste mais pragmatique, l'examina. Elle vérifia la taille, la longueur, la denture. Elle eut l'air d'un détective qui reconnaîtrait une empreinte. Elle pourrait ouvrir ça, dit-elle, en indiquant la serrure du coffret. Dejo s'agenouilla, doucement, et fit tourner la clé. La serrure protesta, puis céda enfin avec un cliquetis propre, comme si l'atelier lui-même acceptait que l'on touche ses secrets. Ils ouvrirent le coffret. À l'intérieur, un carnet au cuir usé, exactement comme l'image que la silhouette enfantine avait donnée à Apolline la veille. Il sentait le cuir ancien et la cire. Il n'y avait pas de titre sur la couverture, seulement une arête usée où avait peut-être reposé autrefois une étiquette arrachée. À côté du carnet, une petite boîte métallique contenait des fiches, des étiquettes où des mots incomplets avaient été effacés d'un coup sec. Apolline prit le carnet. Ses doigts suivaient le pli du rabat, hésitèrent un instant. Quand elle l'ouvrit, la première page était vierge, blanche comme un silence. Ensuite vinrent des notes en écriture serrée, des dates, des cartes dessinées avec une règle incertaine, des noms barrés et retournés. Certaines pages portaient des impressions de typographie,
comme si quelqu'un avait essayé de faire entrer des mots dans une mémoire qui refusait la narration ordinaire. Sur une page du milieu, une phrase commença et s'arrêta, le trait du stylo s'évapora en une tache, et quand la porte se souvint de son propre battement, elle et puis rien. Apolline sentit, à la lecture, quelque chose d'incisif se pointer. Le carnet contenait des fragments, des notations comme des éclats d'itinéraire, exactement ce qu'il cherchait, mais l'information cruciale, le titre manquant, la phrase achevée, restait absent. Le poids du choix inachevé remonta en elle avec la force d'un souvenir que l'on croyait habité puis dépossédé. Son cœur ralentit, le monde sembla se condenser autour de ce silence que le carnet ne comblait pas. C'est alors que la pièce derrière eux exhala. Dejo parlait encore, comme pour tisser une couverture sur l'inquiétude d'Apolline, c'est comme si le carnet était une île, et que chaque mot en était une digue. On a trouvé la clé, mais pas la mer qui l'entoure. Apolline hocha la tête, mais elle n'eut pas le temps de répondre. La lumière filtra dans une direction différente, une absence se fit sentir, comme si l'air lui-même avait décidé d'être économe en mots. Elle sentit, avant de comprendre, une pression, non pas physique, mais une sorte de pesanteur émotionnelle qui aspirait les consonnes. Et puis vint ce qu'elle ne sut d'abord nommer que par une intuition de féminité, non pas une femme, non pas une figure, non pas une déesse, une absence. Un silence si vaste, si plein d'espace, qu'il semblait vouloir avaler toute tentative de discours. Puis vint le féminin. Ce n'était pas une femme, ce n'était pas une figure, ce n'était pas une déesse. C'était juste un silence assourdissant, tellement vaste qu'il aurait pu engloutir toute parole. Apolline sentit son cœur ralentir, comme happée par cette absence qui parlait plus fort que n'importe quel cri. Elle resta immobile, le carnet contre sa poitrine, et dans cet état de suspension la lamentation se fit, longue, interne, sans mots mais profonde comme une peine ancienne. C'était comme si tout le chagrin contenu dans les pages non écrites du monde venait réclamer le droit d'exister. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas d'une douleur personnelle évidente, mais d'une empathie brute pour ce qui avait été effacé, oublié, arraché. Les années et les heures se mirent à tourner autour d'elle comme des feuilles mortes prises dans un tourbillon. Dejo posa une main sur son épaule, hésitant, affectueux. Sa voix était douce, ciselée de vers. Ce silence ne demande pas un mot, Apolline, il demande d'être entendu. Nous sommes ici pour donner une place à ce qui n'a pas de titre. Apolline respira. Son inspiration fut lente et longue, comme si elle voulait ramener de l'air jusque dans la dernière page du carnet. Elle pleura sans bruit, les yeux fixés sur la couverture liégeuse. Ce n'était pas de la faiblesse, ce fut une reconnaissance, un acte, presque cérémonial, d'acceptation du poids qui leur avait été rappelé la veille par les silhouettes de Nietzsche et Spinoza et par la fillette d'ombre. Quand le silence commença à perdre de son intensité, Apolline posa le carnet sur une table couverte de lettres séchées. Elle ouvrit de nouveau une page, et cette fois sa lecture fut attentive, presque mathématique. Parmi les notes, elle trouva le nom d'un lieu récurrent, atelier de la rue des Lézards, une rue proche, peut-être une filière vers d'autres lieux de mémoire. Une autre page portait des coordonnées approximatives, un croquis d'un plan qui montrait, à la marge, une petite croix près d'un rayonnage marqué « Plaque, 19e ». Il a répertorié des lieux, dit Apolline à voix basse. C'est une cartographie, pas une narration. Mais c'est utile. Dejo prit le carnet, feuilleta lentement. Son regard s'attarda sur une série de dates et de symboles qu'il décrivit comme des pulsations à l'intérieur d'une horloge qui aurait décidé de se souvenir. Il parla d'un ton confiant et chaleureux, déposant ses interprétations comme on mettrait des bougies sur un gâteau qui n'attendait que d'être fêté. Ils continuèrent d'explorer l'atelier, gardant l'œil aux indices matériels. Derrière une pile de caisses, ils trouvèrent un autre objet qui fit battre leurs deux cœurs, un tiroir scellé contenant des épreuves imprimées d'un titre effacé. Des lettres manquantes, des blancs où le titre aurait dû être, comme si quelqu'un avait déjà commencé à retirer la voix du livre. Les épreuves portaient toutefois un symbole récurrent, une porte stylisée, gravée dans le coin, semblant indiquer une archive spécifique. Le symbole confirmait que le carnet appartenait à une série d'enregistrements, peut-être à un réseau d'objets de mémoire. Apolline nota tout, photographa, mit des repères. La clé en laiton avait ouvert le coffret,
elle avait aussi déclenché la rencontre avec ce silence féminin, qui avait été à la fois une épreuve et une révélation. Ils avaient trouvé des documents, des directions, des symboles, des fils qu'il faudrait suivre. Mais le titre manquant et la phrase incomplète du carnet restaient des cassures, des espaces à combler, des portes qui n'avaient pas encore prononcé leur nom. Et la porte sans cadre, vue sous l'écran, restait une question suspendue, était-elle liée à ces objets? Combien de temps resterait-elle ouverte? Quelles conséquences auraient leurs recherches, maintenant qu'ils avaient obtenu la clé et touché le silence? En sortant, Apolline remit le carnet dans le coffret et referma la serrure délicatement. La clé de laiton fit son dernier tour, et elle la glissa dans une poche intérieure, près du cœur, comme si elle devait veiller sur leur route comme une amulette. Dejo entoura ses épaules d'un geste protecteur, ces mots étaient une promesse. Nous irons à la rue des Lézards. Nous mettrons les choses en ordre de façon à écouter ce que ces silences ont à nous dire. Apolline hocha la tête. Elle n'avait toujours pas formé le choix ancien qui pesait sur eux, mais elle avait aujourd'hui ouvert une fenêtre, l'atelier leur avait donné la clé et le carnet, la rue des Lézards attendait. Les silhouettes philosophiques et la fillette d'ombre restaient dans l'air comme des avertissements et des invitations, la porte sans serrure continuait d'exister quelque part, palpitante, peut-être attentive. Ils quittèrent l'atelier. La rue leur parut différente, comme si les résonances du lieu les suivaient. Le carnet était désormais plus qu'une image partagée par une ombre enfantine, il était un objet tangible, fragile et dangereux par sa capacité à rappeler ce que l'on avait essayé d'effacer. Les ouvertures restaient nombreuses, retrouver le titre, comprendre la nature de la porte, accepter la portée morale de nommer les figures. Ils avaient progressé, mais la quête, elle, s'étendait toujours. La géométrie des silences. Ils avaient refermé le coffret et replacé le carnet au cuir usé, la clé en laiton posée contre la peau d'Apolline, comme un petit pouls métallique. Les silhouettes philosophiques étaient encore là, comme des remarques en marge, Nietzsche frappant, Spinoza causal, et la phrase du carnet restait inachevée, suspendue comme une note coupée en plein air. Autour d'eux, les esprits du monde semblaient hésiter. Ils cherchaient une nouvelle approche, une manière d'entrer en contact avec ces deux humains qui avaient déjà trop vu, trop compris. Leur forme changeait, ondulait, se faisait souffle, ombre, vibration, comme si les idées elles-mêmes essayaient de trouver un vêtement qui leur conviendrait. Puis, dans le silence de l'atelier, deux éclats secs claquèrent, nets et sans fioriture, comme des règles posées sur un pupitre d'école. Le mouvement des ombres se figea en traits plus précis, l'air sembla se mettre à mesurer son propre passage. Pythagore apparut en premier, non pas barbu et antique comme les images, mais comme un tracé qui prenait corps, il traçait des lignes invisibles dans l'air avec un doigt long et calme, faisant apparaître des arcs et des rapports, des cercles qui vibraient à peine. Newton arriva derrière, plus lourd d'ombre, chaque geste qu'il faisait pesait l'espace comme si la gravité elle-même attendait ses ordres. Ils imposèrent une géométrie au chaos, et le désordre obéit, non par contrainte mais parce qu'il se trouva aimé par la raison. Apolline sentit, d'abord, une sorte d'ordre qui la soulagea, ses épaules, irritées depuis la plainte du silence, perdirent un peu de leur tension. Dejo, qui regardait, sourit comme si la promesse d'une règle allait permettre au monde de se raconter. Il parlait avec cette abondance verbale légère qui lui était coutumière, chaque phrase tissée de métaphores, chaque métaphore infusée d'espérance. Les murs ont toujours des harmonies que l'on n'entend que quand on sait compter les battements, dit Dejo, sa voix coulante, espérant que les figures au-dessus d'eux comprendraient l'appel à la patience. Si l'on donne à la porte une mesure, elle se rappellera peut-être d'elle-même. Pythagore sourit comme un diagramme bien résolu et se pencha vers le coffret ouvert sur la table. Il fit glisser ses doigts au-dessus des pages du carnet, et des lignes de proportion apparurent, délicates comme des filaments. La mémoire répond à la cadence, dit-il. Tout corps qui a battu laisse une trace de fréquence. Trouvez la fréquence, et la surface vous rendra ce qu'elle sait. Newton posa les yeux, durs mais justes, sur les épreuves empilées. Il ramassa une feuille marquée d'une porte stylisée, la pesa sur le plat de sa main, fit teinter doucement la presse à côté, comme pour estimer l'effet d'une force sur un plan fragile. La répétition et la pression, deux mesures faciles à tenir. Frapper, presser, observer. Mais attention, mesurer,
c'est nommer une réalité, nommer peut la fixer. Ces paroles réveillèrent, chez Apolline, le rappel des avertissements de Nietzsche et Spinoza. Nommer si souvent amenait des chaînes et des conséquences, mais ne pas nommer laissait tout en suspension. Elle porta une main à sa poche, là où la clé battait contre son cœur, comme un petit tambour prêt à enregistrer. Pythagore dessina dans l'air une série de rapports simples, 2h1, 3h2, 4h3, comme s'il enseignait un alphabet pour les portes. Commencez par le plus simple, dit-il. Donnez-lui une octave. Puis, approchez, ajoutez la tierce. Écoutez ce qui répond. Newton s'éloigna pour soulever une plaque de fonte sur une étagère, un rectangle lourd que l'atelier utilisait autrefois comme calage. Il la plaça contre la table, sous une feuille d'épreuve, et expliqua, sans fioriture, qu'un objet rigide, bien appuyé, pouvait faire réapparaître des traits en pression sur un support fragile. L'effacement n'est jamais total, dit-il. Les lettres s'endorment dans des creux, il faut réveiller la matière. Ils menèrent les humains. Déjot, avec sa verve, frappa en cadence sur la table, d'abord des doubles rapides, puis des longues, suivant les rapports que Pythagore traçait. Apolline ajusta la presse et posa sous la plaque une feuille d'épreuve au titre effacé, celle où la porte stylisée revenait comme un écho muet. Newton demanda un poids constant. Pythagore ordonna le rythme. À la troisième série, la feuille remua d'une façon qui n'était pas seulement physique, de fines lignes d'encre, jusque-là invisibles, devinrent plus sombres où la plaque portait. Ce n'était pas une révélation complète, loin de là, mais des fragments de lettres, comme des dents d'un mot, émergèrent d'un lointain sommeil. Apolline sentit son cœur s'accélérer, elle prit l'appareil photo et captura la progression, notant chaque fréquence et chaque pression. Ce qu'ils parvinrent à voir n'était pas encore un titre lisible, mais une concaténation de lettres qui se rejoignaient en suggestion, P-O-R-M, peut-être une fin en I-E. Le symbole de la porte subsistait, plus net, comme si la feuille elle-même voulait garder son secret en le cédant à regret. Déjot chanta doucement une syllabe, moitié moquerie, moitié prière, porte-mé. Porte-mémoire. Il disait beaucoup et laissait à l'atelier le soin d'ordonner ses mots. Alors que la technique produisait ces apparitions délicates, la présence féminine, cette absence qui avait tant ému Apolline, sembla se rapprocher. Ce n'était pas un son, mais une variation sensible, la température descendit d'un souffle, et un petit courant parcourut la pièce, comme le front d'une mer qui hésite entre deux marées. Apolline eut l'impression qu'un mot tentait de se poser sur ses lèvres et se retirait. Une image, peut-être, ou une odeur de vieux papier humide. Elle ne put la saisir, mais elle sut, par un frisson d'intelligence, que la méthode des nombres et du poids touchait quelque chose d'essentiel. Pythagore leva la main comme pour arrêter une partition. La porte a son rythme, dit-il. Mais parfois, le rythme est une langue que seuls ceux qui ont été frappés savent traduire. Vous devez décider, traduire pour qui? Pourquoi? Newton prit un ton plus dur, presque pratique, si vous donnez trop de structure, ces figures se figeront. Si vous n'en donnez pas assez, elles resteront fuyantes. Un choix s'impose, nommer et risquer l'imprévisible stabilisation, ou écouter et garder la mobilité des choses. Les deux propos résonnèrent avec les paroles des silhouettes vues dans la ruelle et avec l'enfant qui avait montré l'image du carnet. Le nommage était une arme et un outil. Apolline se sentit plus lourde et plus libre à la fois, elle comprit que le choix ancien qui pesait sur elle et Déjot n'était pas seulement éthique, mais capable de changer la logique du monde autour d'eux. Ils prirent des notes. Pythagore traça sur une page du carnet, la même où la croix marquait « plaque, 19e », une grille qui superposait les coordonnées inscrites. Newton demanda que l'on place un point de référence, la plaque de fonte enlevée de son étagère, transformée en mètre étalon improvisé. Ensemble, ils découvrirent que la croix ne marquait pas seulement un rayonnage, mais un point où la matière et la forme se rencontraient, où les plaques antiques se trouvaient agencées selon une logique qui répondait à la gravité locale et aux résonances d'un certain pas. Rue des Lézards, expliquèrent-ils, était probablement un lieu où les plaques de fonte des façades, ces petits rectangles noirs qu'on trouve parfois sur des maisons anciennes, formaient une sorte de clavier urbain. Cherchez la plaque qui ne correspond pas à son voisin, dit Pythagore. Une discordance est une promesse. Et observez la profondeur du relief, ajouta Newton.
Là où le métal est usé différemment, la mémoire a été frappée d'une autre manière. Apolline nota tout. Elle sentait que ce que les deux figures donnaient n'était pas une solution mais une méthode, une manière de faire parler les surfaces, de réveiller les lettres, d'évoquer le battement de la porte sans la forcer. Elle leur avait donné des instruments, un rythme, une pression, un regard, et, plus dangereux encore, l'exigence d'un choix. La nuit s'étira, allégeant l'atelier de ses dernières lumières. Les philosophes se firent plus évanescents, leur tâche, pour l'instant, était accomplie. Avant de partir, Pythagore fixa Apolline d'un regard qui tenait autant de la géométrie que de la tendresse. « Souvenez-vous, dit-il, la porte ne se contente pas de répondre à la logique. Elle aime la musique. » Newton posa une main sur la clé que Dejo avait posée sur la table, puis il la remit à Apolline. « Gardez-la près du cœur, murmura-t-il. Certains verrous s'ouvrent avec la main, d'autres seulement avec la mémoire. » Quand ils eurent disparu, laissant derrière eux l'odeur de l'encre et un silence plus ordonné, Apolline et Dejo se regardèrent. Dejo reprit sa verve en parlant des plaques comme d'un réseau d'anciens codeurs, d'un clavier que la ville possédait depuis longtemps et qui attendait des doigts patients. Apolline, plus pragmatique et inspirante, dressa la liste des objets à emporter, le carnet, protégé dans son coffret, la boîte métallique de fiches, l'appareil photo, et la petite boîte à outils pour peser et frapper, une presse portative, des poids, et la clé en laiton. Ils n'avaient pas résolu la phrase incomplète, ils avaient, en revanche, une méthode et une destination, la rue des Lézards, et la certitude que quelques plaques, quelques reliefs, contenaient une mémoire prête à parler si l'on savait l'interroger selon la mesure de Pythagore et le poids de Newton. La nature de la présence féminine restait floue, mais l'atelier avait, pour la première fois depuis l'ouverture du coffret, offert un moyen de l'approcher sans la contraindre. Avant de partir, Apolline posa sa main sur le carnet. Une idée, fragile, lui vint, si la porte avait d'un battement, alors peut-être le choix ancien n'était pas seulement à propos de nommer ou de taire, mais de qui laisser tenir le métronome. Elle ne sut encore quel rythme elle préférait, mais elle sentait que le monde, désormais rythmique, attendait qu'il se décide. L'écho des ombres philosophiques. Apolline et Dejo venaient tout juste de quitter l'atelier d'imprimerie, le coffret et ses mystères serrés contre eux, lorsque les avertissements des silhouettes philosophiques s'étaient intensifiés, les poussant vers la rue des Lézards avec une urgence nouvelle. Derrière le tumulte des philosophes, une lumière timide pulsa, comme une étoile qui hésite avant de mourir. Albert Einstein franchit la porte, le regard chargé d'un poids qu'aucune équation n'aurait pu isoler. Le regrettait, et rempli de regrets, pas pour ses idées, mais pour l'usage qu'on en avait fait. Il leva une main tremblante, comme pour poser une condition à l'univers lui-même, sa voix n'étant qu'un filet de poussière, pas d'avance sans conscience. Sinon la lumière se retourne contre celui qui la porte. À ses côtés, un autre homme surgit presque en courant, l'œil brillant d'une insolence qui n'avait pas vieilli, c'était un personnage familier des récits enfouis, peut-être un écho de Freud, avec son air provocateur et son aura de dissection psychique, prêt à plonger dans les abysses de l'esprit. Apolline, sentant le poids de la clé en laiton contre sa peau, inspira profondément, son ton inspirant teinté d'une casualité qui masquait son trouble intérieur. Einstein a raison, Dejo, on ne peut pas foncer tête baissée dans ces ruelles sans se questionner nous-mêmes, murmura-t-elle, ses mots flottant comme une brise légère sur les ombres grandissantes. Elle jeta un regard vers son compagnon, notant son sourire inébranlable, ce qui la poussa à ajouter avec une pointe d'enthousiasme fin, mais si Socrate nous invite à nous connaître, alors utilisons cette méthode comme une clé supplémentaire pour déverrouiller la rue des Lézards. Dejo, toujours dans son style verbeux et chargé d'un espoir inépuisable, répondit d'une voix riche et rythmée, comme s'il composait un poème sur le champ. Ah, ma chère Apolline, dans cette danse des âmes errantes, où Einstein pèse le monde sur la balance de la conscience et où cet intrus aux yeux perçants fouille les recoins de nos esprits, nous trouvons enfin le fil qui relie le rythme de Pythagore à la gravité de Newton. Il fit un pas en avant, ses mains gesticulant comme pour capturer l'air invisible. Imaginons que ces plaques de fonte, ces reliques du XIXe siècle, ne soient pas seulement un clavier urbain, mais un miroir de nos propres failles. La présence féminine que nous avons sentie ce silence lamentant dans l'ombre pourrait s'éveiller si nous appliquons la méthode avec cœur, en harmonisant les fréquences et les pressions comme l'a suggéré Pythagore.
Les deux compagnons s'engagèrent dans la rue étroite qui menait vers la rue des Lézards, le jour déclinant jetant des ombres allongées sur les façades anciennes. Einstein est l'homme à l'insolence persistante que Dejo baptisa mentalement l'analyste, évitant ainsi de le nommer pour respecter les avertissements de Nietzsche flottaient à leur côté, des silhouettes spectrales dans le tissu de la réalité. Apolline sortit la presse portative de leur sac, son esprit pragmatique l'incitant à préparer l'outil pour quand ils atteindraient le point marqué par la croix. Si on trouve cette plaque discordante, celle qui ne correspond pas à ses voisines, peut-être que la phrase incomplète du carnet et quand la porte se souvint de son propre battement, elle se révélera enfin, dit-elle, sa voix inspirante comme un appel à l'action. Comme ils avançaient, la présence féminine se manifesta à nouveau, subtilement, sous forme d'un courant d'air frais qui fit frissonner Apolline, rappelant le silence plaintif de l'atelier. Dejo, sentant l'atmosphère s'alourdir, frappa doucement le sol en suivant les rapports musicaux de Pythagore 2 coups pour 1, 3 pour 2 créant un écho qui résonna contre les murs de pierre. Écoutons, Apolline, car dans ce rythme, la porte sans cadre pourrait murmurer ses secrets, et l'analyste nous guidera vers les profondeurs de notre propre inconscient, dit-il avec une verbosité emplie d'espoir, ses mots s'envolant comme des notes d'une symphonie inachevée. Einstein, toujours présent en ombre, observa leurs gestes avec un regard grave. La lumière que vous cherchez n'est pas dans les plaques, mais en vous, murmura-t-il, sa forme s'estompant légèrement comme pour souligner la fragilité de son avertissement. L'analyste, avec son sourire énigmatique, se pencha plus près, chuchotant des idées sur les désirs refoulés et les mémoires oubliées, liant ainsi la quête physique à une introspection plus profonde. Apolline, touchée par ces interventions, ajusta la clé contre son cœur, se rappelant les mots de Newton sur la pression et le poids constant. Elle photographia rapidement les façades qui longeaient, notant les variations dans les reliefs des plaques de fonte, cherchant celles qui saillaient de manière anormale. Bientôt, ils arrivèrent à un carrefour où la rue des Lézards s'ouvrait, ces bâtiments du XIXe siècle dressés comme des gardiens muets. Dejo pointa du doigt une plaque en particulier, légèrement plus enfoncée que les autres, son motif de porte stylisé presque effacé par le temps. Voilà, Apolline, la discordance que Pythagore évoquait. Appliquons la méthode maintenant, avec le rythme et la pression, pour réveiller ce qui dort. Ils s'installèrent discrètement, Dejo frappant un rythme mesuré sur la plaque tandis qu'Apolline plaçait la presse avec précision. Des fragments émergèrent lentement sous leurs yeux, des lettres fantômes se formant, peut-être un O ou un I s'ajoutant au précédent, mais la présence féminine s'intensifia, un murmure indistinct se mêlant à leurs efforts. Einstein et l'analyste observaient, leur forme s'effaçant progressivement, laissant derrière eux une leçon implicite sur le danger de manipuler les mystères sans autoréflexion. Apolline sentit une vague d'émotion monter, son inspiration se muant en une résolution ferme, ils n'iraient pas plus loin sans affronter leurs propres ombres. Dejo, toujours hopeful, conclut leur session avec un chant improvisé, liant les traits ouverts dans une toile plus vaste, prête à se déplier dans les chapitres à venir. La nuit tombait, et la rue des Lézards gardait ses secrets, attendant le prochain pas. Le claquement et la clé. Rappel bref, Apolline et Dejo avaient quitté l'atelier avec le coffret et ses instruments, avaient fait paraître des fragments de lettres sur une plaque discordante de la rue des Lézards, et reçu les derniers avertissements d'Einstein et d'un analyste. La présence féminine, murmure et courant d'air, s'était intensifiée à mesure que la porte stylisée reprenait forme. Ils restèrent un long moment à l'orée de la rue, à écouter l'écho des voix qui s'étaient effacées. Le halo blanc où s'étaient réfugiés Einstein et l'analyste s'estompa comme un rideau que l'on tire derrière deux comédiens fatigués. La silhouette d'Edison se glissa ensuite dans ce panorama comme on glisse une allumette entre deux doigts, toujours là où les choses s'inventent trop vite, toujours attiré par les limites qu'il prenait pour des jouets. Apolline sentit la brassée d'air changer, la clé en laiton chauffa discrètement contre sa peau, comme si elle répondait à une question muette. Dejo leva la tête, attentif à la façon dont la nuit reprenait ses droits sur la ville, et trouva les mots qui, pour lui, faisaient cercle autour de la prudence et de l'audace. Il parlait souvent ainsi, en phrases larges, comme on déroule une bannière. La prudence est une navigation, murmura-t-il, mais la navigation sans étoile est une errance. Sa voix, calme et expansive, demeurait porteuse d'espoir plutôt que d'injonction. Apolline, plus directe,
posa la presse portative sur le trottoir. Elle posa les poids en ordre, disposa la petite boîte à outils à portée de main, et employa la méthode socratique qu'elle avait invoquée: question, clarification, retrait des présupposés. Il n'avait pas prévu de voir la dispute entre deux fantômes d'inventeurs, ce ne fut pas un spectacle, plutôt une lumière qui frottait deux surfaces. Edison, d'un geste à peine théâtral, observa Einstein comme s'il le retrouvait dans un laboratoire perdu. « Ta prudence me fatigue, Albert. Regarde. » Avec un rien, juste une particule. Il claqua des doigts. Une étincelle microscopique se consuma entre eux, aussi brève qu'un battement de cœur. Einstein pâlit. Edison sourit. La différence entre regret et impertinence n'avait jamais été aussi claire. Apolline sentit le frisson passer de la plaque jusqu'à la clé contre son cœur. Pour un instant, le monde fut réduit à la sensation métallique et au murmure qui, désormais, n'était plus seulement extérieur. La présence féminine se levait dans l'air, rognant les contours du réel. Apolline voulut s'approcher, toucher la plaque avec la pulpe de ses doigts, mais elle se retint. Newton lui avait remis la clé, symboliquement et pratiquement, toucher sans méthode revenait à provoquer le retour de la lumière sur celui qui la portait, comme Einstein l'avait averti. Elle posa la main sur la clé et ferma les yeux. Dejo s'agenouilla près de la plaque discordante. Il en connaissait les reliefs grâce aux photographies qu'Apolline avait prises, il connaissait aussi la patience des frappes, les rapports que Pythagore avait murmurés, 2h1, 3h2, 4h3. Il frappa d'abord pour écouter plutôt que pour imposer. Le bois du maillet répondit comme une langue, les harmoniques se poussèrent dans le silence. Apolline, appliquant la méthode de Newton, posa la presse et posa un poids après l'autre, répétant la même pression jusqu'à sentir le métal rendre, comme si la plaque exhalait des mots retenus. C'était un travail d'accord et de respect. Entre chaque frappe, Dejo chantait, pas pour conjurer le sens, mais pour appeler la mémoire à se reconnaître. Son chant était long, plein de consonnes anciennes et d'espérance, et devenait un fil que la présence féminine semblait tirer vers eux. Apolline posa son front contre le coffret, fermant les yeux pour écouter aussi bien sa propre voix interne que la rue. Elle invita la présence à dire, par elle ou en elle, si elle consentait au dévoilement. La pression et le rythme firent apparaître des fragments supplémentaires sur la plaque. Ce n'était pas un jaillissement soudain mais plutôt un sauvetage patient. Une lettre se dessina, nette, puis un trait qui devint plus sûr. Dejo toucha la lettre avec le bout du doigt, comme on reconnaîtrait une cicatrice. Apolline sentit quelque chose vibrer au creux de sa cage thoracique, une réponse qui n'était ni uniquement physique ni strictement mentale. La lettre nouvellement révélée confirma ce que les fragments suggéraient. Le B final de « porte » émergea, sec et clair, comme le battant d'une porte qui reprend son équilibre. Ainsi, la plaque leur donna « porte », la consonance venait d'être fixée sous la fonte froide. Ce dévoilement fit frissonner la présence. Le murmure se fit plus précis, un « mais » presque audible, comme le début d'un mot qu'on hésite à prononcer. Les fragments précédents, ceux que le carnet et d'autres plaques avaient déjà ébauchés, trouvaient à se lier, mais la phrase restait incomplète. Apolline sentit qu'ils avaient gagné une étape, la porte reprenait un nom, elle n'était plus seulement un symbole. Mais la complétude restait hors d'atteinte, retenue par quelques réserves que ni les poids ni les champs ne pouvaient dissiper. L'analyste, qui avait déjà murmuré sur désirs refoulés et mémoires oubliées, revint sous une forme moins intrusive, une note fragile que tous deux entendirent comme un conseil plutôt que comme une accusation. Il proposa, depuis le halo des souvenirs, que l'on connaissait autant ce que l'on cherchait que ce que l'on craignait de trouver. Apolline l'écouta sans se laisser juger. Elle savait maintenant que la conscience dont Einstein parlait supposait quelqu'un à qui rendre des comptes, pas seulement la science, mais la mémoire elle-même, la présence qui demandait à être reconnue sans être violée. Dejo, lui, répondit par la verve qu'on lui connaissait. Il leva la tête vers la façade, comme pour lire dans les pierres. La porte, dit-il, n'est pas seulement ce qui ferme. Elle est la balise d'une traversée. Si elle se souvient, alors il faut l'écouter comme on écoute un océan qui reprend son rythme. Ce n'est pas la découverte qui nous exhorte, c'est la fidélité à ce qui parle. Sa voix faisait cercle encore une fois, enroulant l'audible autour du non-dit. Apolline sourit,
parce qu'elle comprit que sa prudence n'était pas une absence d'audace mais un autre type d'audace, celui qui consentit à la lenteur. Ils prirent alors une décision concrète qui prolongeait leur méthode, plutôt que d'extraire la plaque ou de forcer de nouvelles révélations dans la nuit, ils ouvriraient le coffret et la boîte métallique de fiches pour voir si la mémoire avait laissé des instructions. La clé en laiton, jusqu'ici garde close contre le cœur d'Apolline, trouva la serrure exacte dans le coffret. Quand elle tourna, le couvercle s'ouvrit avec un petit bruit de satisfaction. À l'intérieur, une vingtaine de fiches numérotées, un petit carnet plié, sur le fond, une carte au tracé fin qui semblait représenter la rue des Lézards et quelques points marqués d'un trait rouge. Dejo prit la carte avec délicatesse. Les points rouges coïncidaient avec d'autres plaques qu'ils avaient déjà examinées. L'un d'eux, plus éloigné, portait l'annotation manuscrite, lieu où la porte s'oublie. Le carnet, ouvert, donnait un fragment qui recommençait la phrase incomplète du carnet principal, mais encore interrompue. Les fiches, elles, portaient des indications techniques, pression recommandée, comment graduer le poids et les rythmes, et surtout, une note qui insistait sur le consentement de la présence, ne pas forcer la mémoire, attendre qu'elle s'aligne. Les deux compagnons se regardèrent. C'était une victoire mesurée, les indices confirmaient que leur méthode combinée était la bonne, mais qu'il restait un long travail de patience. La présence féminine, plus douce à présent, sembla accepter l'accord tacite, ils pouvaient continuer si, à chaque avancée, ils valideraient l'intérieur, interrogeraient leur conscience et garantiraient à la chose mémorielle son droit de répondre ou de se taire. Avant de partir, Dejo posa sa main sur la plaque comme pour sceller une promesse. Son chant prit une inflexion différente, à la fois gratitude et invitation. Apolline prit une photographie du résultat, porte, et la rangea dans la boîte métallique. La nuit leur rendit un peu de mystère. Edison et Einstein, eux, s'étaient retirés, encore en désaccord quelque part sur la frontière entre le risque et la mesure. Les deux silhouettes, invisibles maintenant, restaient cependant présentes comme l'ombre d'un principe, que la création sans conscience pouvait blesser autant que guérir. Ils s'éloignèrent en emportant le coffret, la presse et la clé, instruments à la fois pratiques et rituels. Chaque pas fut accompagné par le chant résiduel de Dejo et par la méthode silencieuse d'Apolline, qui formulait interrogations socratiques en marchant, comme si elle testait ses propres raisons. Les voisins, au-dessus d'une brasserie encore ouverte, ne remarquèrent rien d'autre qu'un petit courant d'air et une porte qui sembla retrouver son battement, imperceptible, sous la ville. Les fils restaient tendus, la phrase du carnet demeurait inachevée, la présence n'avait pas encore livré son identité, et la question d'Einstein, la lumière qui se retourne sur celui qui la porte, planait toujours. Pourtant, quelque chose avait changé, la rue des Lézards avait accepté un accord, la porte avait un nom, et Apolline et Dejo avaient arraché au silence un engagement à agir avec conscience. Ils reprirent la route vers l'atelier, portant leurs outils et un fragment d'évidence, conscients que, plus ils progresseraient, plus l'exigence morale serait haute. L'éveil silencieux de la savante. Après que les silhouettes d'Einstein et d'Edison se soient estompées dans leur éternel désaccord, Apolline et Dejo restaient figés au cœur de la rue des Lézards, encore imprégnés des murmures éthérés qui planaient comme un voile sur la ville. La découverte du mot « porte » sur la plaque avait renforcé leur résolution, mais l'air s'alourdissait maintenant d'une tristesse diffuse, comme si les lamentations du monde, celles enfouies au plus profond des âmes, remontaient des pavés pour réclamer attention. C'est dans cette atmosphère chargée que la présence de Marie Curie se manifesta, non pas avec l'éclat d'une apparition théâtrale, mais comme une essence qui se dévoilait progressivement, telle une vérité longtemps ensevelie sous les couches du temps. Apolline, sentant un souffle frais revenir dans sa poitrine, observa la silhouette se former avec une clarté inattendue. Elle était là, debout au milieu de la rue, enveloppée d'une aura subtile, pas de lumière aveuglante ni de drame ostentatoire, simplement une figure calme, précise et déterminée, ses traits évoquant la résilience d'une femme qui avait dompté les mystères de la radioactivité. Dejo, toujours enclin à tisser des récits élaborés dans son esprit, murmura pour lui-même d'une voix verbose et empreinte d'espoir. « Ah, voyez-vous, chers compagnons invisibles de ce voyage, c'est comme si les fils de l'univers, ces entrelacs infinis de particules et de souvenirs, s'alignaient enfin pour nous offrir une guide, une étincelle de clarté au milieu de ce chaos poétique, car dans chaque atome vibrent les échos des âmes audacieuses qui osent défier l'oubli. » Apolline, adoptant son style décontracté et inspirant,
posa une main sur l'épaule de Dejo pour le ramener à l'instant présent. Allez, Dejo, ne te perds pas dans tes belles paroles, regarde-la, elle est réelle, comme un rappel que même les portes les plus oubliées peuvent s'ouvrir si on les aborde avec douceur, dit-elle, sa voix teintée d'une assurance qui encourageait sans imposer, rappelant à son compagnon que la magie résidait dans les détails quotidiens. Marie Curie, telle une apparition de ce réalisme enchanté qui teintait leur quête, ne franchit pas la porte de la plaque, elle se révéla simplement, émerge des ombres comme une manifestation des forces subtiles qui liaient les événements. Son regard, intense et serein, semblait porter le poids des découvertes passées, et Apolline sentit une connexion immédiate, comme si la présence féminine qui avait murmuré « mais » plutôt trouvait enfin son écho dans cette nouvelle silhouette. Les pavés sous leurs pieds vibraient légèrement, un écho des lamentations du monde que Dejo avait perçu, et il s'avança, ses mots s'écoulant en un flot opal. « Madame Curie, ô vous qui avez dansé avec les éléments invisibles, permettez-nous de voir en votre arrivée non pas une fin, mais un commencement tissé de fils d'or, car si Einstein nous a avertis des revers de la lumière et si Edison a semé le doute avec son audace, vous représentez l'équilibre, la précision qui guide sans détruire, et peut-être que dans vos pas, nous trouverons le chemin vers ce lieu où la porte s'oublie, marquée sur la carte. » Apolline, quant à elle, s'approcha avec une curiosité casuale, son ton inspirant filtrant à travers ses paroles. « C'est dingue, non ? Comme si tout convergeait maintenant, tes chants et mes méthodes qui ont fait apparaître porte, et voilà qu'elle arrive pour nous montrer comment aller plus loin sans forcer les choses. » Marie Curie, dans sa manifestation éthérée, ne prononça pas de mots, elle se contenta de tendre une main spectrale vers la plaque, et Apolline remarqua que la clé en laiton, toujours nichée contre sa peau, réchauffait à nouveau, comme en réponse à cette présence. Dejo, fidèle à son style verbeux, interpréta ce geste comme une invitation poétique. « Regardez, amis de l'ombre et de la lumière, c'est l'harmonie des rapports pythagoriciens qui s'étend, un rythme nouveau qui pulse dans l'air, promettant que la mémoire de la vie ne s'effacera pas si nous avançons avec respect. » Les murmures de la présence féminine, auparavant inachevés, semblaient se fondre dans l'aura de Curie, renforçant l'accord tacite sur le consentement que les fiches du coffret avaient souligné. Apolline photographia discrètement la scène, capturant l'interaction subtile entre la silhouette et la plaque, ajoutant cette image à la collection dans la boîte métallique, tout en se demandant si cela pourrait révéler d'autres fragments de la phrase incomplète du carnet. Autour d'eux, la rue des Lézards reprenait son pouls normal, mais avec une nuance magique, les passants inconscients de l'événement glissant comme des ombres dans le décor. Dejo, emporté par son espoir, proposa d'examiner la carte du coffret plus attentivement, ses paroles s'étirant en une tapisserie verbale. « Allons, explorons ces points rouges, car avec Marie Curie à nos côtés, même les portes oubliées pourraient s'animer, révélant des secrets que nous craignons de découvrir, comme l'a conseillé l'analyste. » Apolline, avec son approche casuale et inspirante, acquiesça. « Ouais, on n'y va pas à l'aveugle, on suit son rythme, et qui sait, peut-être qu'elle nous mènera droit à ce lieu marqué, sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit. » Comme la silhouette de Marie Curie s'estompait lentement, laissant derrière elle une trace d'énergie palpable, Apolline et Dejo sentirent que leur quête gagnait en profondeur. Le désaccord entre Einstein et Edison planait encore, un fil ouvert dans l'air, mais la prudence de Curie offrait un contrepoids, rappelant que la lumière, quand elle est maniée avec soin, ne se retourne pas contre soi. Ils rassemblèrent leurs objets, le coffret, la presse, la clé, prêts à poursuivre, l'apparition ayant ravivé leur détermination sans résoudre tous les mystères. Le fil rouge et la carte oubliée. Ils avaient quitté la rue des Lézards avec le coffret, la clé en laiton et des images qui semblaient déjà peser davantage que leur poids physique. Marie Curie s'était offerte en silence, puis avait disparu, les silhouettes d'Einstein et d'Edison restaient comme des échos à distance, en désaccord. Dejo, qui faisait encore semblant de comprendre l'échange Newton-Pythagore, resta figé, comme un gamin surpris par une douceur inattendue. Marie Curie posa un regard sur eux. Un regard qui voyait tout, leur fatigue, leurs écorchures, leur entêtement à avancer malgré l'absurde. « La vie n'est pas venue sur Terre sans raison, » dit-elle doucement. « Elle se cherche, se transforme, se débat. Et vous deux, vous en êtes le fil rouge, la continuité. » Les mots n'étaient ni prophétiques ni solennels. Ils étaient vrais. Simplement vrais, comme une loi de la nature qu'on avait oublié d'écrire dans les manuels. Votre existence n'est pas un accident.
c'est une nécessité. Pas pour le monde entier, mais pour l'histoire que vous portez, et pour ceux qu'elle éclairera. Apolline sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Dejo détourna les yeux, parce que l'émotion et lui, ça avait toujours été un match compliqué. Ils restèrent quelques instants immobiles, comme si l'air lui-même avait besoin de mesurer les conséquences de ses paroles. Les pavés vibraient encore légèrement sous leurs pieds, une rémanence ténue des lamentations qu'ils avaient perçues plus tôt, et la clé en laiton prit une fois de plus une douceur de métal chauffé, comme si un fil de chaleur courait à l'intérieur d'elle. Apolline serra le coffret contre son ventre. Elle connaissait la discipline de la prudence, Einstein l'avait mise en garde, les fiches du coffret demandaient le consentement. Pourtant, la manière dont Marie Curie avait regardé la rue, la plaque, la présence, tout cela formait une autorisation différente, plus ancienne, presque institutionnelle. Curie n'imposait rien, elle montrait une possibilité. Dejo parla d'abord, parce que parler, pour lui, était une façon d'organiser la pensée en une architecture de confiance. Il déroula ses phrases comme on largue des voiles, longues, pleines de clauses sinueuses, d'images qui cherchaient à prendre appui sur quelque chose de stable. Si l'on considère, dit-il en s'excusant presque de sa verbosité, que la mémoire se comporte comme un chant musical, alors chaque plaque n'est qu'une note qui a été déplacée hors de sa gamme. Vous, madame, vous avez touché la clé qui harmonise sans jouer trop fort. C'est une méthode, non ? Une méthode qui ne force pas la corde, mais qui permet au diapason de s'accorder. Apolline sourit malgré elle. Il y avait dans la manière de Dejo de tisser des métaphores un espoir qu'elle avait appris à écouter, il mettait des couleurs sur les protocoles et des chemins sur les listes de poids. Elle était pratique, mais elle aimait ses ponts. « Tu veux qu'on aille vérifier la carte, alors ?» demanda-t-elle d'un ton simple, inspirant la décision plus que la débat. Pas une attaque, juste un repérage. On suit les points rouges, on reste respectueux. On n'extrait rien sans consentement. Dejo hocha la tête, ses yeux larges s'illuminant d'une curiosité douce. Oui. Et si la mémoire est comme un chant, nous serons des auditeurs. Nous serons là, avec nos poids et nos frappes, mais d'abord à l'écoute. Ils déposèrent le coffret sur un banc, ouvrirent la boîte métallique où reposaient déjà les photographies, porte, la plaque, et l'image de Marie Curie posant sa main spectrale sur la pierre. Apolline prit la photo de Curie sans empressement et la fit glisser sous la lumière rougeâtre du lampadaire. Dejo s'agenouilla pour regarder la photo par-dessous, ses mains tremblantes légèrement d'anticipation. La photographie rendait Curie plus translucide que sur la réalité, la pellicule avait capturé une superposition, la silhouette, l'aura, et, étrange, un voile d'ombre qui ressemblait à des lettres à demi effacées. Apolline, avec la lente précision qui la caractérisait, sortit la petite lampe de poche et posa la clé en laiton sur la photo, comme si elle voulait rapprocher le métal de l'image. La clé chauffait au contact de sa peau depuis les premières apparitions, maintenant elle chauffa encore, non pas d'un feu visible mais d'un souffle intérieur. Quand Apolline posa la clé sur la pellicule, la chaleur se concentra, le métal émit un fin bourdonnement, et, pour une fraction de seconde, une tache d'encre pâle se décala, révélant un tracé supplémentaire à côté du mot « porte ». Ce n'était pas une révélation complète, c'était une lettre en plus, un fragment, M, le même « mais » qu'ils avaient entendu, écrit en étonnante calligraphie sur le papier photographique. Dejo murmura, comme s'il récitait une prière, « mais »« mémoire ?»« mais »« mèche ?»« mais » Il s'arrêta, conscient que nommer, c'était parfois enfermer. Il était prudent, mais il avait aussi cette propension à espérer. Apolline retira la clé et observa la photo. Le mot nouveau ne tenait qu'à un souffle. La fiche du coffret disait « Ne pas forcer la mémoire, attendre qu'elle s'aligne ». Elle avait été obéissante jusque-là, elle le serait encore. Pourtant, ce frémissement dans la pellicule était une progression tangible. Une découverte, mesurée. On ne sait pas encore si « mais » devient « mémoire » ou autre chose, dit-elle d'un ton qui évitait le dramatisme mais ouvrait la porte vers l'action. Mais ça répond à l'une des questions, les photographies peuvent contenir des couches. Il faut les prendre au sérieux. Marie Curie, qui n'avait pas prononcé beaucoup de mots, étendit sa main spectrale vers la carte qu'ils avaient extraite du coffret.
Ses doigts se posèrent sur le point le plus éloigné, celui annoté « lieu où la porte s'oublie ». La lumière autour d'elle se concentra sur ce point comme si elle éprouvait la topographie du deuil et de l'oubli. Elle n'indiqua pas précisément une rue identifiable à la vue, elle pointa plutôt une idée de distance, un endroit où la mémoire se délite mais n'est pas totalement perdue. « Dejo, distance et disponibilité mêlées ?» demanda à voix haute, « est-ce quelque part sur la côte? Un cimetière de bateaux? Une place où l'on laisse tomber les choses ?» Curie ne répondit pas avec des mots. Son visage, cependant, exprima une sorte d'accord. Elle signala que l'endroit était éloigné, moins fréquenté, où la circulation de la mémoire avait été interrompue par un oubli collectif. Cela importait, si la porte s'oubliait là-bas, c'est que ce lieu avait des lois différentes, des résistances à mesurer. Apolline referma la carte et la rangea avec le coffret. Elle prit une décision qui était un mélange de méthode et d'intuition. « Nous y allons. »« Mais pas maintenant, » dit-elle simplement. « Nous préparons. On va lire toutes les fiches à tête reposée, tester la clé, prendre des photos supplémentaires, surtout, on attendra un signe. On ne forcera pas. » Dejo inspira profondément, son discours se rallongea comme un fil qu'on remet en ordre. « Préparer, oui. Mais préparer, c'est aussi accepter que la route sera faite de retard et de présences qui se retirent quand on veut les tenir. Nous avons des outils, des règles et une vénération pour ce qui tient. Allons avec respect. » Ils passèrent un moment à énumérer le matériel nécessaire, la presse portative, des fiches photocopiées, des poids supplémentaires, un miroir pour lire les photographies en contre-jour, un carnet pour noter les champs que Dejo pourrait employer. La carte, avec ses points rouges, devint une sorte de calendrier de prudence, les lieux à toucher et ceux à laisser dormir. À mesure qu'ils rassemblaient, la rue reprenait un rythme plus ordinaire. Einstein et Edison, silhouettes dissonantes, se promenaient à l'horizon de leur perception, comme deux lampadaires dont les ampoules clignotent selon des volontés incompatibles, l'un craignant la lumière portée par l'autre, l'autre trouvant la lumière une mise à l'épreuve. L'analyste était resté discret, mais son conseil résonnait, reconnaître la peur. C'était une recommandation qu'ils acceptèrent comme un fil conducteur. Avant de partir, Apolline posa sa main sur la plaque de la rue des Lézards, non pour forcer, mais pour promettre. Dejo chanta, doucement, une mélodie sans prétention, alignée sur les rapports pythagoriciens dont il gardait la mesure. La vibration passa dans les pavés, ils sentirent ce lien ténu se resserrer. La clé contre le cœur d'Apolline continua de chauffer, imprégnée d'une chaleur partagée entre souvenirs et devoirs. Ils quittèrent la rue avec la certitude d'un plan à établir et la conscience, frémissante, que la présence féminine, et Marie Curie n'était peut-être pas une seule et même chose, mais qu'elles se parlaient, se superposaient et se répondaient. L'identité exacte de la présence restait ouverte. Les points rouges sur la carte demeuraient à explorer. Les photographies promettaient d'autres révélations, mais seulement si on les laissait révéler. Et la clé, comme un petit instrument de cœur, continuait d'indiquer qu'elle serait plus qu'un outil, un médiateur chauffé par la proximité des choses oubliées. Ils remontèrent la rue en silence, un silence partagé, chargé d'un espoir patient. Dejo murmurait encore, à mi-voix, des phrases qui n'étaient pas seulement des explications mais des offrandes. Apolline écoutait et notait, parce que la patience aussi se mesure en notes prises et en poids gradués. Le fil rouge qu'avait nommé Curie n'était pas un objet mais une obligation, poursuivre, mesurer, consentir. Le fil de l'oubli. Un souvenir net, Marie Curie avait avancé d'un pas, les mains effleurant l'air comme pour apaiser des cicatrices invisibles, et leur avait soufflé, ou peut-être leur avait simplement laissé percevoir, un commandement tranquille, continuer. Apolline et Dejo étaient repartis de la rue des Lézards avec la certitude qu'ils devaient attendre, préparer, respecter. Ils avaient trouvé refuge dans un petit atelier que Dejo appelait toujours la chambre aux objets perdus, un carré d'espace à l'arrière d'un immeuble qui sentait la craie, l'huile et le café renversé. La table où tout était étalé gisait près d'une fenêtre qui donnait sur la cour, le coffret ouvert, la clé en laiton posée sur son linge de velours, la presse portative, les poids, la boîte à outils et la pile de photographies. Le carnet du coffret,
les fiches numérotées, la carte marquée de points rouges, tout prenait désormais la forme d'un rituel qu'il devait apprendre. Apolline assembla le miroir, comme elle l'avait prévu, un petit rectangle à poignée, usé mais poli, qui renvoyait la lumière d'une bougie d'appoint en un triangle net. Elle aimait la simplicité mécanique de l'objet, il permettait de lire, de décaler et d'accorder. Dejo disposa les poids sur la presse en mesurant l'équilibre avec la gravité d'un chef d'orchestre qui compte les silences. Sur la table, la photographie de Marie Curie attendait, enfermée dans sa boîte métallique, 2 autres pellicules en dessous comme si elles retenaient leur souffle. Ils avaient lu les fiches à voix haute, comme on apprendrait un protocole de premier secours. Les instructions étaient méticuleuses et ponctuées d'avertissements, ne pas forcer la mémoire, obtenir le consentement de la présence, si elle se manifestait, noter toute douleur, toute dissidence, préférer le temps aux heures, tester plutôt que tenter. La dernière page du carnet portait une annotation cursive, plus ancienne, qui répétait un principe que la main semblait avoir trouvé comme une logique ancienne: la mémoire n'est pas une serrure, elle est un paysage. On n'y frappe pas, on y marche. Dejo parlait en longues phrases qui déroulaient l'observation, la conjecture, la poésie de la méthode. Il aimait peser chaque mot et en faire un pont vers l'inconnu. Si la clé réagit à la chaleur et au contact de la pellicule, dit-il, c'est qu'elle n'est pas seulement métallique, elle est un résonateur, un nomade. La chaleur de la main, la pression, l'angle lumineux, tout cela compose une signature. Peut-être que la clé épouse les reliefs chimiques de l'émulsion et les rend lisibles. Peut-être qu'elle appelle ce qui dort. Apolline hocha la tête. Sa voix restait simple, directe, comme les gestes qu'elle préférait. Faisons des essais contrôlés. Une variable à la fois. On a la presse, les poids, le miroir, la bougie, la clé. On note tout, et on s'arrête si ça devient agressif. Ils commencèrent par l'examen le plus banal, placer la photographie de Curie sous le miroir et la regarder en contre-jour. La lumière rehaussait des strates qu'ils n'avaient pas vues sur la pellicule brute, des lignes de main, des griffures, des poussières qui semblaient écrire en négatif. La clé, posée à côté, vibrait d'un blanc presque imperceptible, comme une note teinteuse au lointain. Quand Apolline posa la paume sur la laiton, elle sentit la chaleur familière, un bruissement sourd, un bourdonnement qu'ils avaient déjà perçu sur le banc sous le lampadaire. Le premier test fut prudent. Dejo chauffa la clé entre ses mains, Apolline dirigea la lumière de la bougie à travers le miroir sur la pellicule. Ils exercèrent une pression très légère avec la presse, juste assez pour que la clé effleure la pellicule sans l'écraser. Le métal devint presque incandescent contre la peau de leur paume, en réponse, l'émulsion sembla s'ouvrir. Un fragment apparut, non pas comme des lettres complètes mais comme une onde, et se dessina plus nettement, comme s'il avait été gravé à l'intérieur du verre. Un petit rire, nerveux, échappa à Dejo. Voilà qui se précise, dit-il, puis, dans une tournure plus expansive, imagine, la clé éveille un alphabet contenu dans l'argent. Elle est comme un lecteur de vestiges. Elle force la pellicule à se souvenir de ce qu'elle a vu, non pas d'images, mais de mots. Apolline nota la réaction dans le carnet. Sa main était sûre, elle aimait mettre en ordre. On garde cette pression, dit-elle. Demain, on augmente la durée d'exposition. Et on consigne la température de la clé, l'intensité de la bougie, l'angle du miroir. On documente. Elle inclina la tête vers la boîte métallique et prit une autre photographie au hasard. Les images changeaient, d'un visage flou à une façade esquissée, chacune contenait strates et cicatrices. Ils répétèrent la manœuvre, variant une seule chose à chaque fois, d'abord la pression, puis la durée, ensuite la provenance de la lumière, bougie, lampe à huile, lumière crue d'une ampoule. À chaque variation, la clé répondit autrement, parfois elle chauffait jusqu'à un bourdonnement aigu, parfois elle demeurait froide et muette. Quand la lumière était trop blanche, la pellicule restait close, c'était la lueur tamisée, mieux encore la lueur réfléchie par le miroir, qui semblait créer l'espace où la mémoire pouvait se dérouler sans blessure. Un autre élément se révéla, la clé avait une préférence pour les contacts. Posée sur la photographie de Curie et gardée immobile sous une pression douce, elle déclencha plus qu'une révélation visuelle. Apolline sembla percevoir un souffle,
une présence qui n'était plus tout à fait souvenir mais pas encore parole. Le mot « mais » vibra à nouveau, plus net cette fois, mais incomplet. Dejo, qui avait les yeux mi-clos, murmura une suite, « mémoire, peut-être, ou mais.re ». Sa voix avait la clarté d'un chercheur qui pose des hypothèses pour écarter des erreurs. Ils en vinrent à une petite théorie qu'ils couchèrent sur le carnet. La clé, mise en contact avec l'image et chauffée par une paume qui consent, ne fait pas apparaître des mots là où il n'y en avait pas, elle révèle des couches d'écriture qui se sont effacées dans l'objectif du temps. Ces couches peuvent être phonétiques, partielles, fragmentées. La présence féminine absence qui murmurait « mais » était peut-être une condensation de ces fragments, une syllabe qui refusait de se livrer entièrement. La mémoire, écrivit Apolline, ne se rend pas d'un seul coup. Elle répond par fragments, et chaque fragment demande consentement. Un signe se présenta que ni l'un ni l'autre n'avait espéré, et qu'il n'avait pas voulu provoquer. En posant la clé sur la carte à noter, juste au bord d'un point rouge qui avait toujours semblé trop vague pour être utile, Apolline sentit la clé fondre d'une chaleur plus intense. La main de la photo sur laquelle reposait la clé pulsa brièvement comme si elle respirait. Une petite tache d'encre sur la carte se décala, révélant un tracé qui n'avait pas été visible à l'œil nu avant, une boucle, un trait de plume qui, une fois exposé au contre-jour du miroir, semblait suggérer un rivage. Ils y virent une forme qui évoquait une langue d'eau, longue, effacée, presque absente. Sur la carte, aucune annotation n'y avait fait référence. C'était comme si la carte elle-même avait appris à se souvenir grâce à l'échauffement du laiton. Dejo prit la carte avec des doigts qui tremblaient d'une joie contenue. « Tu vois, dit-il, en choisissant des mots plus larges, la présence nous pousse vers un paysage. Elle indique un retrait. Elle nous montre de l'oubli qui n'a pas disparu mais qui s'est reconstruit sous une autre géométrie. Si Curie a touché cet emplacement la nuit précédente, ça signifie peut-être qu'il y a là quelque chose qui ne tient que si on l'approche doucement. » Apolline regarda la forme révélée et ferma les yeux un instant. Elle se rappelait la main spectrale de Curie, la phrase lancée, la raison d'être n'est jamais loin de ceux qui cherchent. On ne part pas demain, dit-elle lentement. Mais on note. On trace une ligne sur la carte. On relève l'itinéraire, les correspondances avec l'archive, on contacte peut-être l'analyste, mais seulement pour vérifier que notre méthode ne mettra pas en péril. Elle ne termina pas sa phrase. L'analyste demeurait un avis, une prudence à convoquer, surtout après les étincelles d'Edison et les ombres d'Einstein qui continuaient de se disputer la nature de la lumière et de l'usage. Dejo hocha la tête, puis sourit d'un sourire fatigué mais vibrant. La patience est une langue que nous connaissons aujourd'hui, dit-il. Nous avons la clé, nous avons le fil. La mémoire ne s'ouvrira pas sous la contrainte, mais elle nous donnera des indices. Chaque indice est une petite musique. Nous serions fous de vouloir jouer fort alors que la partition exige des notes tenues. La nuit entra dans l'atelier par la fenêtre et le monde extérieur se réduisit à l'échiquier de la table. Ils consignèrent leurs tests, température initiale de la clé, durée d'exposition, angle du miroir, poids sur la presse. Ils firent des dessins de la manière dont la tache d'encre s'était décollée sur la carte et photocopièrent la photographie de Curie, non pas par superstition mais pour conserver une toile de comparaison. Ils préparèrent un sac avec des équipements plus précis, des poids supplémentaires, des lames de rasoir pour racler délicatement si la pellicule en avait besoin, une loupe, des étiquettes, et dressèrent une liste de règles, ne pas forcer la présence, ne pas agir sans consentement, prendre un intervenant tiers si la chose devenait violente. Ils décidèrent également d'écrire à l'analyste, non directif, pour demander une lecture des protocoles, une révision. Au moment où ils fermèrent le coffret et rangèrent la clé dans le velours, Apolline posa à nouveau la main sur le métal, comme elle l'avait fait sur la plaque. Elle fit une promesse à mi-voix, intime, « Nous irons quand la mémoire voudra bien se présenter. Nous attendrons son alignement. » Dejo lui répondit par un chant doux, un intervalle pythagoricien murmuré, qui n'était pas plus qu'un encouragement mais qui sonnait comme un acte de foi. Ils quittèrent l'atelier côte à côte. Dehors, la ruelle où tout avait commencé gardait ses pavés et ses échos, la rue n'avait pas besoin d'être identique pour porter la résonance de leurs pas. Apolline pensa à Marie Curie, silhouette qui n'était plus tant une voix qu'une certitude silencieuse à l'arrière-plan.
Et quelque part, au bord d'une carte où un trait de plume venait de se dévoiler, un lieu attendait qu'ils apprennent à ne pas le réveiller trop brutalement. Les fils restaient nombreux et emmêlés, l'identité de la présence féminine n'était pas résolue, la nature exacte du mot « mais » tenait toujours à une syllabe, le mécanisme de la clé commençait à se dessiner mais demandait des preuves plus précises, et l'analyste, Einstein et Edison restaient des voix en attente, possibles secours ou possibles antagonistes. Ils avaient progressé, il avait une carte qui respirait, une clé qui répondait, un protocole à raffiner, mais la route vers le point où la porte s'oublie n'était que tracée par une main qui avait choisi d'être patiente. Les échos du rivage oublié. Sous le lampadaire tremblant de la ruelle, Apolline et Dejo s'étaient attardés sur le banc, réfléchissant aux épreuves passées avec la clé en laiton et aux murmures éthérés de Marie Curie. Maintenant, une nouvelle détermination les poussait à explorer les protocoles inachevés. Dejo, avec son style verbeux et son ton empreint d'espoir, brisa le silence en évoquant les paysages de la mémoire comme un vaste océan où chaque vague portait un secret. Apolline sentit la fraîcheur du vent nocturne effleurer sa peau, un rappel subtil des forces invisibles qui les guidaient depuis leur départ de l'atelier. Elle tourna la tête vers Dejo, son compagnon fidèle dont les yeux brillaient d'une lueur optimiste, et dit d'un ton décontracté, presque comme si elle commentait une promenade ordinaire. « Tu sais, Dejo, on a déjà dénoué pas mal de fils avec cette clé, mais il y a ce tracé sur la carte qui m'intrigue. Et si on essayait de contacter l'analyste ce soir ? On pourrait raffiner nos protocoles sans se précipiter vers ce rivage effacé. » Dejo, toujours prolixe, répondit avec un enthousiasme verbose qui masquait à peine son impatience. « Ah, ma chère Apolline, imaginez donc ce que recèle ce point rouge sur la carte, ce tracé de boucle qui s'est révélé sous la chaleur de la clé, comme un fleuve ancien se frayant un chemin dans les strates oubliées de l'histoire. C'est là, dans ces interstices entre le réel et l'impalpable, que nous pourrions enfin déchiffrer le « mais » qui nous hante, qu'il s'agisse de mémoire, de mer, ou d'un mystère plus profond encore, car chaque révélation n'est qu'un pas vers une aube radieuse. » Ils se levèrent du banc, emportant avec eux le sac d'équipement qu'ils avaient préparé plus tôt, contenant les poids supplémentaires, les lames de rasoir, la loupe et les étiquettes. La rue des Lézards, avec ses pavés encore vibrants des lamentations passées, semblait les observer tandis qu'ils regagnaient la chambre aux objets perdus, ce refuge improvisé près de la fenêtre. Apolline, inspirante dans sa simplicité, alluma la bougie d'appoint et disposa les fiches et le carnet sur la table, son geste casual trahissant une confiance inébranlable. « Allons, Dejo, mettons en pratique ce que nous avons noté. Si la clé réagit à la chaleur, peut-être qu'en la posant sur une autre photographie, on pourrait faire émerger plus de ce fragment même et point. » Dejo, captivé, s'approcha avec un sourire hopeful, ses mots coulant comme un poème. « Oui, oh yes, laissons la clé être notre guide, cette entité vibrante qui transforme le banal en magique, car dans sa vibration ténue, je vois non pas une simple serrure, mais un portail vers des mondes effacés, où les silhouettes comme Einstein et Edison pourraient enfin s'accorder. » Ils commencèrent l'expérience avec une précision méthodique, variant une seule variable à la fois comme l'exigeait leur protocole. Apolline plaça la clé sur une photographie inédite tirée de la boîte métallique, celle qui capturait l'instant où Marie Curie avait effleuré la plaque. La pièce s'emplit d'une atmosphère magique, subtile et réaliste, où la flamme de la bougie projetait des ombres dansantes, évoquant les présences féminines absentes. La clé chauffa lentement, émettant un bourdonnement doux qui résonna comme un écho lointain. Dejo observa avec attention, notant dans le carnet, la température augmente graduellement, pas de vibration blanche cette fois, mais un murmure qui semble appeler à un lieu plus calme, peut-être ce rivage que la carte a révélé. Apolline, d'un ton inspirant, ajouta, « C'est comme si la clé nous invitait à marcher dans ce paysage, sans forcer, en respectant le consentement de ses forces cachées. » Regarde, le fragment s'étend un peu plus MEMS, mémoire qui se dessine. Comme ils approfondissaient l'essai, ajustant l'angle du miroir à poignée pour refléter une lueur tamisée, un frisson parcourut l'air. La présence féminine, cette entité murmurante, se fit sentir à nouveau, un souffle indistinct qui chuchota « mémoire » dans l'ombre. Dejo, toujours verbose, s'exclama, par les harmonies pythagoriciennes, c'est un signe. Si mémoire émerge ainsi, peut-être que le rapport précis avec Marie Curie se dévoile, comme un fil rouge reliant les points rouges de la carte. Apolline, casuale et motivante, posa une main sur son épaule,
ne nous emballons pas, mais si on continue comme ça, on pourrait tracer l'itinéraire vers ce lieu éloigné sans risquer la dissidence. Contactons l'analyste demain, ces avertissements de prudence nous aideront à corriger les variables non résolues. Au fil des heures, ils documentèrent chaque observation, la durée d'exposition optimale, la pression exacte qui faisait vibrer la clé sans la faire surchauffer, et comment la lumière réfléchie révélait des strates d'écriture cachées. Le tracé de rivage sur la carte s'anima presque, comme si une langue d'eau invisible se dessinait plus clairement, suggérant des obstacles potentiels des marées de souvenirs à traverser. Dejo, hopeful jusqu'au bout, chanta un intervalle pythagoricien pour apaiser l'atmosphère, sa voix riche et ornée enveloppant la pièce d'une mélodie qui semblait invoquer Einstein et Edison dans un accord temporaire. Apolline, inspirée, rangea les outils avec soin, murmurant « On avance, pas à pas, et qui sait ce que ce rivage nous réserve ?» Lorsque l'aube pointa, ils mirent de côté leurs notes, laissant les questions ouvertes, le mécanisme exact de la clé, le contenu complet des fiches, le rôle futur des silhouettes pour une prochaine étape. La chambre aux objets perdus retomba dans un silence chargé, promesse d'aventures à venir. L'écho final des souvenirs oubliés. Dans la chambre aux objets perdus, où la lumière du matin filtrait à travers les volets mi-clos, Apolline et Dejo contemplaient les artefacts épars sur la table, la clé en laiton, encore tiède de son dernier bourdonnement, la carte au point rouge maintenant animée d'un tracé de rivage mouvant, et les photographies qui avaient révélé fragment après fragment le mot « mémoire ». La nuit précédente, leur séance expérimentale avait culminé dans une manifestation plus intense de la présence féminine, dont le murmure avait enfin prononcé ce mot avec une clarté troublante, confirmant les liens subtils avec l'apparition spectrale de Marie Curie. Pourtant, un sentiment d'inachèvement planait, comme si les protocoles méticuleux des fiches et du carnet n'avaient été que des pas sur un paysage infini. Apolline, avec son ton inspirant et sa manière décontractée de transformer les mystères en promesses, posa une main sur l'épaule de Dejo. « Regarde tout ce qu'on a dénoué, Dejo, dit-elle d'une voix légère, comme si elle racontait une histoire à des enfants autour d'un feu. Cette clé, ces vibrations, ces murmures, ils nous ont menés jusqu'ici, à mémoire complète. C'est comme si Marie Curie nous avait guidés pour rappeler que les portes oubliées ne se forcent pas, mais s'ouvrent avec le temps, comme un rivage qui se révèle à la marée. » Elle sourit, ses yeux pétillants d'une lueur magique, car dans ce monde de réalisme teinté d'inexplicable, chaque découverte n'était pas une fin, mais une trace persistante. Dejo, en revanche, répondit avec sa verbosité habituelle, teintée d'un espoir tenace qui transformait ses phrases en poèmes vivants. « Ah, ma chère Apolline, dans l'orchestration des éléments que nous avons manipulés, ces rapports pythagoriciens, ces pressions newtoniennes, ces intervalles chantés pour apaiser les silhouettes d'Einstein et d'Edison, nous avons tissé un tapis de compréhension où la mémoire n'est point une serrure rigide, mais un paysage fluide, ondoyant comme les marées que la carte nous a chuchotées, dit-il, sa voix s'élevant en une cadence rythmée, comme s'il composait une symphonie des âmes perdues. Pensez-y, la clé en laiton, cet objet médiateur, a vibré non par hasard, mais par un consentement tacite des forces invisibles, révélant que l'analyste, que nous devions contacter, n'était qu'un écho de notre propre prudence. Et cette présence féminine, si étroitement liée à Marie Curie, n'est-elle pas l'essence même de ce que nous cherchions? Un murmure qui, mémoire, nous enseigne que les souvenirs ne s'effacent pas, ils se transforment, persistent dans les pavés vibrants de la rue des Lézards et dans les strates cachées de nos pellicules. Ils s'assirent sur le banc près de la fenêtre, la pièce baignée d'une lumière diffuse qui semblait amplifier les éléments magiques autour d'eux. Apolline prit la photographie où Marie Curie effleurait la plaque, la tenant comme un talisman. « On a évité les pièges, Dejo, murmura-t-elle, son ton casual masquant une inspiration profonde. Pas de forçage, pas de heurts brutales, juste des pas mesurés, comme le carnet l'indiquait. Et maintenant, avec ce tracé de rivage sur la carte, qui s'anime comme des marées de souvenirs, je sens que le lieu où la porte s'oublie n'est pas un endroit physique, mais un état d'esprit, un accord entre le réel et l'éthéré. » Elle plaça la clé sur la photo une dernière fois, et un bourdonnement doux s'éleva, pas le blanc ténu des vibrations passées, mais un son harmonieux, comme un adieu. Sur la pellicule, les fragments se fondirent en une image complète, une porte entrebâillée sur un paysage de vagues et de lumière spectrale, symbolisant la mémoire réconciliée. Dejo,
les yeux brillants d'un espoir inébranlable, se leva et chanta à un intervalle pythagoricien, sa voix riche et élaborée enveloppant la pièce. Aux mémoires, paysage infini, où Einstein et Edison trouvent enfin leur accord dans les ombres de nos efforts, permettez-nous de marcher sans crainte, car nous avons documenté les températures, les angles, les pressions, non pour dompter, mais pour honorer, récita Théil, sa parole verbose tissant un filet d'optimisme. La causalité de la clé, cette chaleur, ces interactions, n'est qu'un miroir de notre quête, un rappel que les fiches et les protocoles ne sont pas des chaînes, mais des guides vers l'harmonie. Autour d'eux, les silhouettes d'Einstein et d'Edison, invoquées par son chant, semblèrent se fondre en une entente temporaire, leurs désaccords antérieurs résolus dans l'atmosphère apaisée. Mais comme le jour avançait, un sentiment de clôture s'imposa. Apolline, sentant l'heure de la fin, prit la main de Déjot. « C'est ça, l'essence, non ? Que notre existence soit une trace, pas une ombre, murmura-t-elle, presque une prière, son ton inspirant infusant ces mots d'une force tranquille. » Déjot ferma les yeux, et un calme ancien envahit son visage, comme si les murmures de la présence féminine s'estompaient en un écho final. La scène s'éteignit, pas dans la douleur, mais dans la nécessité, car dans ce monde de réalisme magique, les histoires ne s'achèvent pas abruptement, elles s'intègrent au tissu du quotidien, indifférentes et pourtant marquées. Ainsi s'achevait leur histoire, et comme dans les tragédies anciennes, la vie continuait ailleurs, portant ces deux noms comme on porte une cicatrice qui brille plutôt qu'elle ne blesse.